Bonsoir chers collègues, mesdames, messieurs, bienvenue pour cette séance du conseil municipal de la ville de Réal 800. J'attire l'attention sur les élus présents sur le fait qu'ils ont un petit canot qui les attend devant le chevalet portant leur nom. Vous devez trouver un pins, l'épinglette pour parler en beau français, représentant les symboles de votre fonction que vous êtes habilité à porter légitimement pendant la durée de votre mandat. Bienvenue donc pour cette première séance entre guillemets normale de l'exercice. Je salue également les services qui se trouvent derrière moi avec par ordre d'apparition accoutumés à leur visage pour ceux qui ne les connaissent pas. Clément Céline Van Bustel, Marc Foul, directrice des services à la bienfaisance. Marc Fouché, directeur des finances, Stéphanie Romy, directrice générale adjointe, qui vous connaissez déjà pour la plupart, Seth Michel, directrice générale des services, et Amélie Guérin, qui est directrice de cabinet de la ville. Voilà, ils seront, selon les envois du jour des conseils, éventuellement complétés par tel ou tel des directeurs. Nous devons désigner un secrétaire de séance. J'ai reçu la candidature de Karine Casadier-Esteban. Y a-t-il une autre candidature? Je n'en vois pas. Y a-t-il une demande de mise aux voix? Non, elle est donc élue. Félicitations, Karine. Merci, monsieur Nair. Bonsoir à toutes et à tous. Je commence par faire l'appel. François-Guy Trébul, présent. Karine Casadier-Esteban, présente. Yann Titsier, Magali Lidong, Jean-Louis Delors, Elisabeth Roquin, Henri-Roger Estrade, présent. Jacqueline Drignot, Grégory Bozek, absent, pour Karine Casadier-Esteban, Emmanuel Clévédé, Étienne Carpentier, Katia Cacampois, Jean-Pierre Milonnet, Nathalie de Villemorin, absente, pouvoir François-Guy Trébul, Nasser Attaf, il est en retard, Rosane Bouler, maison, Thomas Marteau, Marie Dupois, Lucas Hochkorn, maison, Frédéric Rivière, tout. T'as l'air que c'est bien. Et pas que crampe. Ça sonne à côté Papagan. Benoît Perrault, Céline Thierra, Michael Toiti, Aïcha Sanissi, Jérémy Fass, Anaïs Quinquenel, Michel Yael, Patricia Litalski, Emmanuel Collin, Hélène Roussel, Carlos Castineras, absent, pouvoir Agnès Quinquenel, Ghislain Casinero, Nathalie Buard, présente. Merci. Alors, nous avions 2 approbations de compte rendu à l'ordre du jour. Donc, on commence par celui de la séance du 16 février dernier. Est-ce qu'il y a des remarques? Y a-t-il une demande de mise aux voix? Il n'y en a pas. C'est donc adopté. Je vous remercie. La même chose pour le compte rendu du 28 mars. De la même façon, des remarques? Cette fois-ci, vous étiez tous là. Y a-t-il une demande de mise aux voix? C'est donc adopté. Je vous remercie. Alors, nous pouvons commencer avec la première notice, la délégation du conseil municipal au maire de certaines compétences en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur Nair. Merci chacun, mais ce sera bon pour moi qui vais présenter les délibérations ce soir. Vous n'en prenez pas trop l'habitude. Vous entendrez d'autres voix dans le courant du mandat. Cette première délibération porte sur la délégation que le conseil municipal est invité à donner au maire pour certaines compétences en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit de permettre au maire, évidemment, sous le contrôle du conseil municipal, de pouvoir exercer certaines compétences que le Code attribue par principe au conseil et dont il prévoit la possible délégation selon des modalités qui ont été reproduites dans la notice qui vous a été remise et qui a été évoquée en commission. Y a-t-il des remarques par rapport à cette délibération? Il n'y en a pas. Y a-t-il une demande de mise aux voix? Eh bien, je remercie le conseil municipal de me confier ces délégations que j'exercerai évidemment sous sa surveillance vigilante. Le point suivant, c'est l'adhésion à l'agence France Locale, AFL, Banque des collectivités. Monsieur le maire. Merci beaucoup, Karine. Nous avons traditionnellement à souscrire un certain nombre d'emprunts. Nous avons d'ailleurs un emprunt qui avait été voté au budget 2025 et qui n'a pas pu être levé
compte tenu des circonstances que nous avons rencontrées, nous avons réalisé que l'agence France Locale, à laquelle nous n'étions pas adhérents jusqu'à présent, propose des conditions financières qui sont tout à fait intéressantes. L'agence France Locale est une banque, la banque des collectivités, qui est une entité publique créée en vertu de l'article L 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'une banque publique de développement qui est entièrement et exclusivement détenue par des collectivités membres, une liste de 1271 collectivités dont la description détaillée se trouve sur le site internet de l'agence France Locale, qui est évidemment accessible et tout à fait librement. Il s'avère que l'existence et l'efficience de cet interlocuteur a été soulignée par certains de nos partenaires et néanmoins voisins et amis. Parmi les 1271 collectivités, on peut notamment citer les villes de Massy, d'Antony, d'Évry et notamment, parmi beaucoup d'autres, le conseil départemental d'Essonne. Nous avons regardé quelle était la situation et de quelles sont les potentialités. Il faut, pour pouvoir bénéficier d'un prêt ou d'une ligne de trésorerie ouverte par cette banque des collectivités, être adhérent et donc acquérir des actions de cette agence qui doivent être détenues pendant toute la durée du partenariat selon les termes qui sont statutairement définis en la matière. Cette adhésion donc représente un budget total de 178 000 € pour la collectivité qui peut être découpé en 10 versements sur 10 ans. En fait, ça représente un coût annuel de 17 800 € pendant 10 ans. Et ça nous donne la qualité, dès la première année, de membre de l'agence France Locale, et donc la possibilité de bénéficier de l'accompagnement financier. Alors ça apparaît tout à fait intéressant, et j'ai demandé à ce qu'une petite modélisation soit faite. Alors évidemment, tout dépend des conditions de marché, et c'est forcément tout à fait fluctuant. Et pour vous donner un exemple, pour un emprunt d'un montant de 1,8 million d'euros, qui est le montant que nous avons inscrit au budget et que nous aurons à lever dans les échéances tout à fait proches, la dernière offre qui nous a été présentée à des établissements entre guillemets classiques d'Aubercio est une offre avec un taux de 3,9%, ce qui représente un coût total des intérêts de l'ordre de 535 000 €. L'agence France Locale est en capacité à Isodate de proposer un taux de 3,63%, ce qui représente un coût de 498 000 € arrondi, soit une différence de l'ordre de 37 000 € sur la durée de l'emprunt. Si on tient compte du fait que globalement nous empruntons à peu près, c'est en tout cas ce qui a été observé sur les dernières années, de l'ordre de 2 millions, donc 1,8 million, on est plutôt sur une année faite entre 1,5 million et 2 millions, disons, hors année exceptionnelle par an. Ça veut dire que si sur 10 ans nous empruntons de 2 millions tous les ans, si on gardait, et c'est là où mon exemple est évidemment très très limité, puisque c'est en fonction des conditions de marché et des différentiels, non pas, si on part sur cet élément d'appréciation, en 10 ans, on serait en capacité d'économiser 370 000 €. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, encore une fois, c'est pas un engagement contractuel, mais c'est un exemple du fait que c'est intéressant. C'est intéressant parce que, comme ça n'est pas une entité commerciale, et je ne dis aucun mal d'aucune banque, qu'elle soit postale ou autre, une banque commerciale, quelle qu'elle soit, même mutualiste, a un certain nombre de frais, un certain nombre de coûts, un certain nombre de rémunérations, tout à fait légitimes, qui ne sont pas l'esprit de cette création du Code général des collectivités territoriales, et ce qui rend l'adhésion tout à fait intéressante. Je rajoute, et c'est un élément tout à fait important, que vous proposez l'adhésion à l'agence France Locale, ça n'est en aucun cas vous dire qu'on s'engage à ne souscrire d'emprunt que vis-à-vis de l'agence France Locale. Ça nous donne la possibilité de bénéficier de leurs conditions tarifaires. Et évidemment, et d'ailleurs conformément à la réglementation, on consultera tout à fait largement lorsqu'on décidera de lever des emprunts, et on vous présentera les conditions qui permettront effectivement de répondre au jeu de l'offre et de la demande. Et si on a des offres qui sont plus compétitives par ailleurs, eh bien, ma foi, on n'hésitera pas à y aller. Je rajoute, dernier point, parce que c'est un point sur lequel les membres de l'ancienne Assemblée
la précédente assemblée se souviendront qu'on avait discuté. D'ailleurs, on avait été tout à fait dans une forme de consensus. J'avais insisté sur le fait qu'on avait une préférence marquée pour des emprunts à taux fixe. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'on avait très peu d'établissements qui étaient disposés à nous suivre sur du taux fixe. L'agence France Locale, typiquement, sur les interrogations qu'on a menées, je me tourne bien vérifier la justesse pour les affirmations. C'est bien cela. Il faut toujours se corriger avec ce tête. L'agence France Locale, donc disais-je, nous propose ces taux fixes. Typiquement, ça fait partie des éléments qui sont des indices tout à fait intéressants de ces éléments. Voilà pour la présentation, pour compléter un petit peu ce que vous avez trouvé dans la notice. Alors, nous devons approuver l'adhésion David de la réduction de l'agence France Locale pour un montant en section d'investissement. Oui, c'est important aussi parce que ça n'obère pas le fonctionnement de 78 000 euros qui sera réglé en 10 échéances annuelles de 17 800 euros, et ça c'est fixé une fois pour toutes. Nous devons autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires concernant cette adhésion, et nous devons également, ça n'était pas sur la notice originelle, mais c'est tout à fait important, nommer un représentant titulaire et un suppléant, et je vous proposerai, si vous en êtes d'accord, de me nommer en représentant titulaire et vous nommer Étienne Carpentier en représentant suppléant. Voilà pour la délibération qui vous est proposée. Je suis attentif aux questions, remarques, observations. Michel Yael. Merci. Alors j'interviens en disant tout de suite que je ne prendrai pas part au vote, puisque l'un des éléphants dans le couloir est la Caisse des dépôts, par ailleurs propriétaire de la Poste, par ailleurs propriétaire de la Banque Postale. Voilà. Et tout ça faisant 2300 milliards d'actifs, on ne peut pas tout à fait contourner le sujet. Donc l'objet de mon intervention, c'est plutôt d'apporter quelques éclairages complémentaires et peut-être aussi qui peuvent soulever des questions de la part des collègues de ce côté de la table et peut-être même au sein de la majorité. Bon, d'abord, il y a un historique dans cette affaire qui a été assez chaotique, ce qui ne dit rien de la qualité de l'organisme dont nous parlons aujourd'hui. Mais si tu te souviens de l'histoire du Crédit Local de France, des emprunts structurés, de la faillite d'un certain nombre de communes et centres hospitaliers, disons qu'il y a du lourd. Et dès lors, il y a toujours une certaine forme de prudence quand on aborde ce dossier. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, on peut lire un rapport assez bref pour une fois et assez complet, et ça c'est pas bon une fois, c'est son habitude, de la Cour des comptes, qui est, si je puis dire, ni accablant, ni tout à fait rassurant. Pas accablant, ça veut dire que le rapport, il est public, hein, donc il est fait accessible, n'a soulevé aucun problème que la morale trouve dans la gestion, dans les choix, dans la structuration, dans le sérieux juridique de l'institution, c'est déjà pas mal, mais pas tout à fait rassurant parce que vous le verrez, il y a quand même des interrogations sur des effets de taille, puisque c'est une petite structure. Les grandes collectivités qui ont accès au marché financier, notamment la ville de Paris, la région Île-de-France, la ville de Marseille, la ville de Lyon, ne sont pas dans la structure, puisqu'elles n'en ont pas besoin, d'une certaine manière. Et donc, il y a une question un peu économique qui se pose, qui est de savoir comment une entité de cette nature, qui s'appuie sur un réseau de collectivités territoriales, peut avoir les reins suffisamment solides pour concurrencer des institutions qui sont parfaitement publiques. La Caisse des dépôts est un établissement public placé sous la haute surveillance et la haute protection du Parlement. Et donc la Banque Postale aussi, pour ce qui la concerne. Mais c'est vrai qu'il y a une offre commerciale, et celle des réseaux bancaires classiques, auxquels un certain nombre de collectivités peuvent avoir affaire. Donc les questions à se poser, à mon avis, sont de deux ordres. D'une part, quels sont les services, appelons-les comme ça, ou les contreparties que la commune peut raisonnablement attendre de son adhésion au dispositif. Ça, j'imagine que c'est prévu dans le projet de convention dont on parlera sans doute tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on achète quoi d'une certaine manière, même si les sommes en jeu ne sont pas considérables. Et deuxièmement, par rapport à ce que peut être la politique d'emprunt de la collectivité, de la commune dans les mois et les années qui viennent, comment est-ce qu'on peut imaginer que ça soit effectivement un outil complémentaire dans un dispositif, dans une boîte à outils
plus large, et quel est le degré de confiance qu'on peut accorder, non pas encore une fois aux hommes et aux femmes qui gèrent cette institution, mais à ce mécanisme qui est quand même un peu étrange, on va dire les choses comme on les pense. En tout cas, c'est mon sentiment. Moi, je suis assez circonspect. Voilà. Comme on dit sur les terrains de foot, je ne le sens pas. Voyez. Et je n'en dis pas davantage parce que sinon, je vais enfreindre les règles auxquelles je suis, comme tout le monde ici, attaché. Donc, je me tais. Merci, monsieur le maire. Merci, cher Michel. Oui, bien sûr, sur l'historique crédit local et les enjeux des financements structurés, évidemment, mais dans une certaine mesure, l'agence France Locale, précisément, est construite aussi à partir des enseignements de cette histoire-là, et c'est tout à fait important de le souligner. Si j'osais, mais je n'oserais pas, je dirais que le fait de ne pas partager notre dette avec Paris n'est pas forcément une mauvaise chose, eu égard à l'importance de la dette de Paris. Mais tu as raison, c'est un État, donc on est vraiment dans une construction de dette tout à fait particulière. J'ai pas de réponse définitive, évidemment, à apporter à des questions qui sont tout à fait judicieuses. Il y a quand même l'élément très important qui est quels sont les services aux contreparties. Précisément le taux, les lignes de trésorerie, une intelligence bienveillante de la situation des collectivités territoriales. On a eu beaucoup de mal à trouver chez nos partenaires habituels, aussi estimables soient-ils. Et encore une fois, on l'a très durement éprouvé au moment où la question s'est posée d'avoir des offres compétitives à taux fixe pour répondre à nos besoins de financement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a un point sur lequel j'ai pas insisté, mais qui est encore très important, et tu as raison d'évoquer un passé qui a été très douloureux pour certaines collectivités, mais c'est très important d'entendre que en tout état de cause, les risques auxquels s'expose la collectivité sont, et c'est totalement défini par les statuts et par le Code général des collectivités territoriales, capés au montant des emprunts qui sont octroyés. Donc on est vraiment sur quelque chose dans lequel le pire des cas qui puisse arriver, c'est qu'on ait à rembourser ce compte d'empreinte. Donc on n'est pas du tout dans une spirale dans laquelle il y a cette exposition que tu évoquais à juste titre, et encore une fois, malheureusement, les enseignements ont pu être scellés de cette histoire-là. Alors après, j'allais dire le sentir ou pas, moi j'ai senti à quel point j'étais dans une situation d'inconfort en ayant à lever un emprunt avec des partenaires qui tordent très fortement le nez en nous disant que nous, il faut vraiment prendre des taux variables à un moment où la folie du monde étant ce qu'elle est, je ne sais pas, anticiper les variations, et on est dans une situation dans laquelle finalement cet entre-soi paraît tout à fait rassurant dans une certaine mesure, sur quoi j'entends très bien la remarque qui ne manquera pas de venir. J'ironise sur les finances de la ville de Paris, mais mon ami Nicolas Samsoun m'a exposé en détail l'état catastrophique des finances du département de l'Essonne, avec lequel il s'agit de travailler, mais comme de tous les départements, ça va tenir les lignes hauts, donc on peut espérer que ce soit plus solide. Il y a un élément davantage prouvable sur le terme très court. Là, si on souscrit, et ce sera le souhait, à qu'avoir adhéré un emprunt de 1,8 million auprès de cette agence, on aura un taux qui sera un taux plus intéressant. Si on ne souscrivait qu'une fois, ce serait une opération qui serait plus onéreuse que rentable. Si on réussit à avoir un partenariat sur un terme médian, alors ce sera très avantageux pour la collectivité. Je ne peux évidemment pas m'engager sur l'avenir. Il y a une partie d'aléas qu'il faut assumer. Dans ce sens-là, il me paraît être tout à fait raisonnable à proposer. Voilà pour les éléments de réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de... Alors, Jérémy Fass et puis j'ai 5 Bonsoir monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Je pense que nous, on va s'abstenir sur cette délibération parce que malgré les éléments qui nous ont été transmis hier, il me semble, et je vous remercie pour ça, et je remercie Ghislain pour sa question à ce sujet-là, pour avoir le pacte d'actionnaire, avoir les conditions de désengagement, etc., et toutes ces informations qui étaient très importantes. On n'arrive pas à avoir suffisamment d'informations, mais vous nous en avez donné d'autres là ce soir, hein, et je vous en remercie, mais de savoir quel est le retour sur l'investissement exact en coût réel, et savoir que pour le prêt qu'on voulait faire en novembre, on aurait été avantageux de 35 000 euros, etc. Il y a beaucoup d'autres variables qui peuvent rentrer en compte, et surtout c'est pas sur un temps assez long et sur un échantillonnage assez large. Et s'en tenir simplement à Massif et Colsa aussi, à Antony aussi, ou le département aussi,
Bon. 1271 collectivités. Oui, mais ça peut pas nous suffire en l'état, et j'ai pas vu les Excel, quoi, si vous voulez. J'ai aussi une question, et vous allez peut-être pouvoir y répondre, sur le timing, c'est-à-dire pourquoi maintenant, sur un emprunt qui voulait être contracté en novembre, pourquoi on se retrouve sur la première délibération? Là, je comprends que le temps presse, ça j'ai bien compris, et je l'accorde, mais pourquoi on l'a pas fait avant? Qu'est-ce qui nous en empêchait? Et ça me pose la question un peu de l'efficacité à ce sujet-là. Mais c'est une question vraiment naïve, c'est pas pour piéger. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais comme remarque, et c'est la raison pour laquelle, n'ayant pas suffisamment d'informations à date, on décide de s'abstenir. Et pour le coup aussi, peut-être que vous pouvez nous expliquer. Je comprends que le désengagement est possible, ou en tout cas entendu, et vous avez répondu, mais peut-être que vous voudrez compléter, sur des solidarités tête aussi, donc je comprends qu'on est solidaire qu'à hauteur de ce qu'on emprunte, et c'est ça votre réponse. Ouais, absolument. Et tout ça se trouve vraiment sur le site de l'agence France Locale. C'est extrêmement facile d'y avoir accès, en plus des documents qui nous ont été effectivement transmis. Sur le déroulé de l'histoire, c'est très simple. C'est qu'au moment où on a voté sur les conditions de l'emprunt, et c'était au mois de novembre, si je m'abuse, on n'a pas immédiatement tiré l'emprunt, et qu'au moment où on s'est adressé à l'établissement de crédit qui nous avait fait l'offre, qui était à l'époque la plus avantageuse, ils nous ont dit, ah ben non, on prête plus dans les mêmes conditions, parce que on va avoir des conditions de taux qui seront des conditions différentes. Et là, pour le coup, on commençait à rentrer dans une période qui était celle préélectorale, et il s'avère que la ligne n'avait pas un besoin vital de cet emprunt, qu'on a pu tout à fait fonctionner sans le lever. Maintenant, le budget est sincère, on a effectivement besoin, on verra en évoquant un compte administratif, le compte financier unique, lors du prochain conseil municipal, on a effectivement besoin de cet emprunt pour équilibrer le budget comme c'était prévu, d'où, ce qui n'est pas une urgence, enfin si, il faut quand même maintenant qu'on lève effectivement, et d'où cette interrogation, on lève très bien, mais où est-ce qu'on va réussir à lever dans des conditions qui seront avantageuses? Voilà, ça c'est vraiment l'élément d'histoire. Après, sur le fait qu'on n'a pas tous les éléments, mais non, on ne sort à la fin de l'histoire que à la fin de l'histoire, précisément. Donc sur la rentabilité, c'est ce que je vous expliquais. Si on est sur mais on ne peut pas, parce que le marché par essence fluctuant. Si on était sur un marché stable, aujourd'hui, l'avantage serait absolument indiscutable et très considérable. Maintenant, je ne sais pas dire ce que seront l'évolution des taux et l'évolution de la situation. Ce dont je suis sûr, c'est que l'agence France Locale a des déterminants qui sont des déterminants qui ne sont pas la quête de rentabilité au détriment de ses emprunteurs, ce qui est totalement légitime dans les institutions financières privées. Et par ailleurs, n'a pas la diversité d'émissions d'établissements aussi respectables que ceux que Michel évoquait, auxquels il a consacré une partie de son activité professionnelle, qui ont un panel d'obligations et d'enjeux qui fait que, de la même manière, la rémunération qu'ils doivent légitimement trouver sert à financer tout un tas d'éléments que l'agence France Locale n'a pas à financer. Ce qui me fait dire que finalement, paradoxalement, pas aussi paradoxalement que ça d'ailleurs, ce qui me fait dire que cette situation de relative spécialité, d'hyperspécialité, et cette étendue qui est pas si grande par rapport au nombre de collectivités, permet précisément, étant focalisé sur un seul objet qui est d'accompagner les collectivités dans le financement, permet d'aboutir à une certaine forme d'efficience en la matière, ce qu'on peut espérer et croire, mais je comprends parfaitement, vous vouliez vous abstenir, c'est pas du tout un débat. J'ai 5 Casimiro. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Tout d'abord merci à la direction générale et au service d'avoir transmis les documents complémentaires, notamment pas d'actionnaire, le statut et tous les autres documents. Merci d'avoir réalisé la commission préalable à ce conseil pour pouvoir travailler sur les documents, les dossiers. Donc si j'ai bien compris, lors de cette commission, l'adhésion à l'AFL, c'est aussi pour constituer une ligne de trésorerie. Ça nous a été dit plusieurs fois lors de cette réunion. Donc moi j'avais une question, c'est pourquoi constituer une trésorerie? Est-ce qu'il y a une raison particulière sur l'absence d'une recette qui est tombée, sur des dépenses survenues, voilà. Est-ce que c'est pour financer un projet? Quel projet, hein? Voilà, c'est juste pour comprendre pourquoi constituer cette ligne de trésorerie. Et enfin, en balayant, parce que ayant reçu les documents hier, en balayant le pacte d'actionnaire, on a vu qu'il y avait un risque ta définition de membre dormant. Et comme vous l'avez justement rappelé tout à l'heure, on fera pas que systématiquement appel et contractualiser avec l'AFL. Et donc, je voulais savoir, parce que lorsque l'AFL détermine qu'un de ses membres va être dormant, il fonctionne, il garde le capital.
Donc, je voulais savoir s'ils avaient mesuré ce risque pour vers le buisson de devenir éventuellement un membre dormant. Voilà, merci. Merci pour ces questions. Alors pour ce qui est de la ligne de trésorerie, la réponse est très très simple. C'est pas pour se constituer une ligne de trésorerie maintenant, c'est pour avoir la possibilité, le cas échéant, de se faire une ligne de trésorerie. Et typiquement, on a vécu l'exemple, je disais que la ville a pu tenir du mois de novembre jusqu'où on a voté le principe de l'emprunt jusqu'aujourd'hui et même en fait jusqu'au prochain conseil un tout petit peu plus sans disposer des liquidités visées par l'emprunt parce que notre trésorerie nous permettait de le faire. Il peut être des situations dans lesquelles on n'a pas cette situation-là et donc on a besoin effectivement de ces liquidités. Donc c'est juste ça, c'est une possibilité et c'est une possibilité j'allais dire, et ça aurait été tout à fait ironique, qu'elle n'a pas de prix, en fait, si, elle a évidemment un B et un coût, mais on ne trouve pas comme ça, en claquant des doigts, un établissement du secteur marchand qui vous dit très bien, sur votre mine aux collectivités bien gérées, mais enfin tout de même, avec déjà un encours de dette qui est significatif, je vous ouvre une ligne de trésorerie, venez et servez-vous. Donc c'est vraiment cette possibilité qui est un plus intéressant. Le vrai déterminant de la proposition, c'est bien leur aptitude à avoir des taux qui sont avantageux. Et ça vraiment, mais nous avons les mêmes amis, donc nos amis qui sont à l'agence France Locale nous disent que précisément ça fonctionne. Donc c'est vraiment l'élément tout à fait essentiel. Alors, quant à savoir si nous serons un jour, tel la Belle au bois dormant, un membre dormant en attendant, je ferai un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne peux pas le présager aujourd'hui. A priori, si on me propose cette délibération, c'est précisément parce qu'on a toute raison de penser, au regard de notre pratique passée et de nos perspectives, qu'on a assez peu de chances d'être dormant, ne serait-ce que parce que on sait très bien que dans les ressources, on en reparlera lors du prochain conseil, peut-être moins du prochain conseil que probablement du suivant, on aura adopté le BS. On sait très bien que parmi les ressources des collectivités, la ressource de l'emprunt est une ressource dont on ne pourra pas se dispenser dans l'ensemble du mandat à venir, qu'il faudra rester raisonnable, le caper, s'assurer que tout ça est soutenable, mais on le sait très bien. Donc la perspective d'être dormant me paraît être assez éloignée dès lors que les conditions restent des conditions intéressantes. C'est pour ça que voilà, j'ai pas du tout de frayeur par rapport à cette hypothèse. Maintenant, effectivement, mais la question est vraiment très intéressante parce que effectivement, le risque de perte en capital est réel, si ce n'est que il est lui aussi capé au montant de notre atome. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait anticipable et qui, eu égard au budget de la collectivité, 178 000 euros, ce serait beaucoup trop s'il s'agissait de les perdre, et c'est vraiment pas l'idée. Par rapport à un budget de l'ordre de 27 millions, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas du tout l'épaisseur du trait et qui est un risque que nous ne prendrons pas, puisque nous ne dormirons pas. Voilà pour les éléments de réponse. Y-a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Retrouvons réussir. La délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Le point suivant concerne la fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Monsieur le maire. Merci Karine. Il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer le montant des indemnités de fonction des élus locaux dans la limite du plafond légal. Je vous rappelle que ce ne s'agit pas d'un salaire, mais bien d'indemnités destinées à couvrir les frais liés à l'exercice du mandat. Nous sommes sur une matière qui est extrêmement encadrée par le législateur et particulièrement par l'article L2123-20-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales avec une enveloppe financière maximale qui dépend de la taille de la commune. Ces indemnités sur lesquelles nous aurons à nous prononcer et qui seront d'ailleurs présentées annuellement ainsi que la loi en fait obligation est subordonnée à l'exercice effectif du mandat et c'est-à-dire à l'exercice personnel des missions qui sont confiées par la loi. Je vous passe sur le cumul des mandats, il ne s'appliquera pas à nous. L'enveloppe indemnitaire, donc disais-je, est fixée pour la collectivité avec un principe qui est que notre délibération, comme toutes celles des communes dans la même situation, fixe un pourcentage et non pas des montants, pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique, l'indice brut terminal de la fonction publique qui est 2027 au jour où nous nous prononçons. La loi prévoit que le maire bénéficie de droit de l'indemnité de fonction maximale sans qu'une délibération soit nécessaire
Il peut donc demander cette indemnisation maximale, enfin à l'obtenir, qui est prévue à 67,6% de l'indice brut terminal. Je souhaiterais pour ma part, et je vous demanderai de bien vouloir m'allouer une indemnité inférieure qui permettra d'augmenter un peu l'indemnité des maires adjoints et conseillers municipaux délégués, ainsi que je vous le présenterai dans un instant. À la suite de l'élection du maire et des 7 adjoints qui a eu lieu lors du dernier conseil municipal, et des arrêtés de délégation qui ont été pris dès le surlendemain pour les 8 conseillers municipaux délégués, et conformément à la législation en vigueur, je vous propose d'adopter la rémunération suivante. Alors d'abord, en prenant acte de ce que je demande à percevoir une indemnité inférieure au taux maximum qui sera due pour la strate de derrière le buisson, d'allouer 61,60% de l'indice brut terminal de la fonction publique pour le maire, ce qui représentera un montant de 2532,08 € brut mensuel. Pour chaque adjoint de 24,20% de l'indice brut terminal de la fonction publique, ce qui représentera un montant de 994,75 € brut mensuel, et pour chaque conseiller délégué de 5,70% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 234,30 € mensuels. Notre conseil doit donc prendre acte de ma demande et décider qu'à compter du 30 mars 2026, date des délégations effectives, les pourcentages des indemnités de fonction seront ceux que je viens de vous présenter. Notre conseil doit également dire que les indemnités de fonction seront payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d'indice des fonctionnaires. Nous aurons une seule délibération pour toute la durée du mandat, ce qui évite d'avoir à revenir en fonction des fluctuations, d'où la raison pour laquelle nous délibérons en pourcentage et non pas en dollars, les valeurs que je viens d'indiquer n'étant valables que en fonction de l'indice applicable aujourd'hui. Voilà pour cette délibération. Avez-vous des questions? Jérémy? Merci, monsieur le maire. Ma question, c'est plus une observation qu'on a fait en commission, mais je tiens à la faire aussi en conseil municipal. Vous avez une réduction du nombre d'adjoints, vous passez de 9 à 7. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est que ça rend peut-être la responsabilité un peu plus diffuse, et notamment sur un sujet particulièrement où ça manque peut-être un peu de visibilité, c'est sur les finances. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous parlez souvent de la gestion en bon père de famille. On se demande un peu où est le bon père de famille, du coup, dans cette affaire. Et de l'autre côté de la table du conseil, légèrement sur la droite, avec une chemise blanche et des lunettes. Et je comprends que ce sera transitoire, mais c'est vrai que ce n'est pas rassurant de voir la finance et cette charge qui, en plus, agrège l'ensemble des politiques publiques, être amené à un poste qui n'est pas un poste d'adjoint. Et si c'est un problème de disponibilité, voilà, il faut nous permettre de nous inquiéter de ce point de vue-là, et on aimerait être rassurés. Voilà, merci. Je vous permets bien évidemment de vous inquiéter autant que vous voulez. Je ne sais pas si je pourrais vous rassurer, mais en tout cas, moi, pour ma part, je ne suis pas du tout inquiet. Et d'ailleurs, je rappellerai à ceux qui, ils sont aussi au présent, il n'y a plus Guerté, Michel, désormais, de ce côté-ci de la table, de rappeler que lors du mandat de Thomas 2014, c'était un conseiller municipal délégué qui était en charge des finances, notre collègue et ami François Pancrazy. Pendant toute la durée du mandat, ça avait été auparavant un adjoint, et les choses, il y a rien d'écrit sur le sujet. Ce qui est important, c'est que le sujet soit suivi avec attention et dévouement, sagacité. Et voilà 3 qualités que je peux publiquement, sans craindre d'offenser sa légitime modestie plus de réunionalité, affirmer, reconnaître avec beaucoup de certitude dans la personne d'Étienne Carpentier, conseiller délégué aux finances, qui par ailleurs s'abreuve aux meilleures sources puisqu'il a déjà passé plusieurs séquences prolongées et paraît-il profitables et même agréables auprès de notre ami Gérard Dosman, que je salue, à qui dépenserait d'arpenter le sud de l'Afrique. En ce moment, assez frais, pas la pas collectivité, je tiens à préciser, ça c'est vérifié. Donc voilà, Étienne se forme sur ces questions de finances, très bien accompagné, je sais de sa présence derrière moi, de notre directeur des finances, et par ailleurs nous sommes un certain nombre ici à avoir blanchi littéralement sous le harnais et à avoir acquis un certain nombre de réflexes qui n'équivaudront pas à la sagacité de ceux de notre ami Michel Yael, mais qui nous éclairera toujours de ses remarques pertinentes. Donc en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il y
y a beaucoup d'inquiétudes à avoir, parce que en réalité, évidemment que le sujet financier est un sujet qui est extrêmement inquiétant dans la conjoncture qui est la nôtre. D'ailleurs, a priori, les dépêches laissent à entendre qu'on devrait être encore soumis à quelques prélèvements supplémentaires par le législateur dans très peu de temps, pour verse qu'on pas excessif, mais enfin, sur certains tableaux, on voit des jubes de 80 000 euros, qui semblent assez crédibles, 87 000 et quelques euros, si je ne m'abuse, qui semblent assez crédibles. Du temps sera compliqué sur le plan financier, le sera pour l'ensemble des Français, le sera pour l'ensemble des collectivités, le sera pour la ville de derrière. Mais on a toute l'infrastructure pour l'accompagner, et encore une fois, c'est pas une différence d'écharpe ou pas écharpe, de titre ou de pas titre, c'est vraiment la façon dont le service sera vécu et rendu, et de ce point de vue, j'ai vraiment pas d'inquiétude, et j'espère et je gage que d'ici quelques semaines ou quelques mois, cette sérénité sera très largement partagée. Y a-t-il d'autres remarques sur cette délibération sur les rémunérations? Je n'en vois pas, je vais donc mettre au vote. Quelqu'un s'oppose-t-il à cette délibération? Quelqu'un s'abstient-il sur cette délibération? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Point numéro 4, le scrutin public à main levée pour les désignations de représentants au sein des commissions municipales, syndicats, associations et organismes divers. Monsieur le maire. Merci beaucoup, chers collègues. La question qui se pose à vous est cruciale. Quelle durée souhaitez-vous que ce conseil occupe? Car en réalité, l'ensemble des délibérations qui vont suivre, dont je dois dire, sans trahir la sincérité démocratique de nos échanges, l'issue est relativement prévisible, peut durer très longtemps, puisque si l'un d'entre nous le souhaite, l'ensemble des scrutins nous devra s'opérer à bulletin secret. Nous avons cependant la possibilité, pour toutes les délibérations qui vont venir, à l'exception de la CAO et du CCAS, qui feront l'objet d'une délibération particulière pour la CAO et qui ne passe pas à l'objet de délibération pour le CCAS, la possibilité de voter à main levée pour les désignations qui vont suivre. Nous devons cependant, pour pouvoir user de cette faculté, accepter à l'unanimité, de désigner au scrutin public à main levée l'ensemble des représentants au sein des commissions municipales, syndicats, associations et organismes divers. Voilà, c'est une question d'un rapport de 1 à 10 sur la durée qu'il nous reste à passer ensemble ce soir, à peu près. Vous avez le choix. Y a-t-il quelqu'un qui tient absolument au vote à bulletin secret? J'essaie d'être convaincant, m'aider. On est bien ensemble en même temps. On va passer pas mal de temps ensemble dans les années qui viennent, donc je ne le vois pas. Voilà. Une demande de vote? Non, nous approuvons donc à l'unanimité ce vote à main levée. Merci. Et on commence avec les commissions municipales, détermination, fixation du nombre de membres et élection des membres. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous avons à voter sur la constitution des commissions municipales qui sont régies par l'article L 21-21-22 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions qui sont constituées pour la durée du mandat municipal et qui émettent des avis. Leur nombre et le nombre de leurs membres sont librement fixés par l'Assemblée délibérante. Elles doivent cependant respecter la proportion des sensibilités présentes dans le conseil municipal. D'autres commissions doivent être instituées selon des règles légalement et spécifiquement établies qui font l'objet de délibérations spécifiques. Il est de règle que dans les communes de plus de 1000 habitants, le maire préside de droit toutes les commissions et que donc, la composition se passe en respectant le principe de la représentation proportionnelle. Je rajoute que nous allons aujourd'hui statuer sur les commissions qui lui sont proposées. Il est tout à fait possible, dans le cours du mandat, de décider de la création ou éventuellement de la subdivision d'une commission si cela apparaît utile ou nécessaire à l'Assemblée délibérante. Je rajoute, et c'est tout à fait important avant même de cette instance soit mise en place, nous en reparlerons au moment où nous aurons à nous prononcer sur le règlement intérieur de la collectivité, que il est de principe que si les commissions ont des membres titulaires qui sont identifiés, tous les élus composant le conseil sont invités à participer aux commissions, sont invités matériellement, ils reçoivent une invitation, ils peuvent se présenter librement pour participer aux échanges et s'y exprimer. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas voix délibérative par rapport à l'issue de la commission. Cette voix, de toute façon, étant intéressante, importante, mais la commission n'est elle-même qu'une voix consultative, qu'une forme de référence donnée. Donc il y a
pas d'enjeu et vraiment chacun d'entre vous, même s'il ne figure pas sur la liste des titulaires, aura la possibilité de venir participer aux réunions. Là aussi, un petit mot d'explication sur le fait que je propose moins de commissions qu'il n'y en avait dans le précédent mandat. C'est aussi lié au fait que on a vu que les commissions se sont réunies sur des intervalles qui étaient parfois un petit peu fluctuants, ce qui avait d'ailleurs été dans la précédente mandature l'objet de regrets exprimés par certains. Je salue notamment amicalement David Chastanier qui ne fait plus partie de nos rangs mais qui avait exprimé cette opinion à plusieurs reprises. L'idée est que en ayant un petit peu moins de commissions, dont certaines avec des objets qui sont plus étendus, on puisse avoir une forme de régularité qui soit plus grande dans l'organisation, la commission pouvant évidemment connaître d'un certain nombre de sujets. Des 6 commissions qui vous sont proposées sont une commission sécurité, une commission finance et ratio légérie, une commission vie culturelle et sportive, qui sera illustrée par l'estival qui tardera pas, une commission cadre de vie, une commission affaires sociales, santé, solidarité, handicap, et puis une commission affaires familiales. Ces 6 commissions, il nous faudra fixer le nombre des commissions municipales, donc je vous proposerai de le fixer à 6, fixer le nombre des membres de chaque commission, je vous le proposerai à 9, et procéder à l'élection des membres des dites commissions. Je vous propose que nous procédions d'ensemble, sauf si vous voulez un vote séparé sur chacun des 3 items, mais si vous voulez bien, nous pouvons procéder de la sorte. Après avoir échangé avec les différents groupes composant cette assemblée, voici la proposition à bout. Au titre de la commission finance, Étienne Carpentier, Jean-Louis Delors, Yann Tixier, Magali Libong, Marie Dubois, Michael Touati, Carlos Castineras, Michel Yael, Ghislain Casimiro. Je suis sûr que tu ne veux pas être rassuré, Robin. Au titre de la commission vie culturelle et sportive, Magali Libong, Catherine Casadi-Esteban, Rosane Boulaire, Yann Tixier, Lucas Hochkorn, Katia Quincampoix, Agnès Quinquemel, Hélène Roussel, Ghislain Casimiro. Au titre de la commission Affaires sociales, santé, solidarité, handicap, Elisabeth Roquin, Nathalie de Villemorin, Katia Quincampoix, Jean-Louis Delors, Jean-Pierre Roger Estrade, Jean-Pierre Milonnet, Jérémy Fass, Patricia Lubensky, Nathalie Buard. Au titre de la commission sécurité, Karine Casadi-Esteban, Jean-Louis Delors, Michael Touati, Louis Thiera, Frédéric Rivière, Thomas Marteau, Jérémy Fass, Michel Yael, Nathalie Buard. Les titres de la commission Affaires familiales, Jacqueline Brignan, Emmanuel Clélédé, Jean-Pierre Milonnet, Rosane Boulaire, Aïcha Sanoussi, Benoît Perrault, Hélène Roussel, Patricia Lubelski, Nathalie Buard. Au titre enfin de la commission Cadre de vie, Jean-Louis Delors, Henri-Roger Estrade, Cabine Casali-Esteban, Nathalie de Villemorin, Yann Tixier, Nasser Attaf, Emmanuel Collin, Carlos Castineras, Ghislain Casimiro. Voici la composition de ces commissions. Merci aux uns et aux autres d'ailleurs d'avoir bien voulu désigner des membres par avance. Y a-t-il une demande de mise aux voix sur cette délibération? Je n'en vois pas. Les commissions sont donc approuvées selon ces modalités. Je vous en remercie. Le point suivant concerne la désignation des délégués du conseil municipal au sein des syndicats. Je suis. Merci, chère Karine. Chaque établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. Il est demandé au conseil municipal de désigner les délégués de la commune auprès des syndicats de l'État des membres. Ainsi, en application des statuts de chaque syndicat, il nous faut en désigner. Pour ceux que je vais citer, je proposerai les noms de nos représentants dans le même mouvement. Et puis ensuite, j'évoquerai les représentations qui n'émanent pas de la collectivité, mais qui passent par le truchement de la communauté d'agglomération, pour que votre information soit parfaite sur ces enjeux de syndicat. Nous avons le syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée, SIEI, pour lequel nous devons désigner 2 délégués titulaires et 2 suppléants. Pour les délégués titulaires, les propositions sont de Jacqueline Brignan et Emmanuel Clévédé, et pour les suppléants, Henri-Roger Estrade et Nathalie de Villemorin. Le syndicat intercommunal de l'Avon de la Bière doit avoir 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Les délégués titulaires proposés sont Karine Casadi-Esteban et Yann Tixier, le délégué suppléant, Henri-Roger Estrade et Nathalie de Villemorin.
Le syndicat intercommunal pour la création et le fonctionnement d'un centre de montagne doit avoir 2 délégués, un titulaire et un suppléant, François Guétrébut en titulaire et Yann Tixier en suppléant. Non, suppléant pas. Le syndicat mixte ouvert, agence métropolitaine des mobilités partagées AG Mob, anciennement Autolib et Vélib Métropole, un titulaire et un suppléant. Pour le titulaire, nous propose Jean-Mi Delors et pour le suppléant, Henri-Roger Estrade. Le syndicat intercommunal du cimetière crématorium de l'Ormeau-Moineau des Ulis, le SICOMU, un titulaire et un suppléant. En titulaire, Magali Brang et en suppléant, Nathalie Duc-Villemorin. Enfin, le syndicat mixte ouvert Essonne numérique, un titulaire et un suppléant. Pour le titulaire, Thomas Marteau et pour le suppléant, Étienne Carmentier. Pour votre parfaite information, les représentants de la ville de Verrières pour les syndicats suivants sont nommés par la communauté d'agglomération Paris-Saclay sur désignation de l'exécutif communal. Le syndicat des eaux d'Île-de-France ou CEDIF, un titulaire, un suppléant, titulaire Jean-Louis Delors, suppléant Henri-Roger Estrade. Le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre, 2 titulaires et 2 suppléants, titulaire François Guétrébut des Cabines Casali d'Esteban, de suppléants Henri-Roger Estrade et Yann Tixier. Le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, SIGEF, un titulaire et un suppléant, titulaire Jean-Louis Delors, suppléant Henri-Roger Estrade. Le syndicat mixte pour le chauffage urbain et le traitement des déchets ménagers, SIMACUR, un titulaire et un suppléant pour plusieurs risques dont Verrières. Titulaire François Guétrébul, suppléant Henri-Roger Estrade. Voilà, nous devons désigner les représentants titulaires et suppléants au sein des syndicats sujenisés relevant de la compétence vu conseil municipal à négocier. Question. Non, oui. J'ai une question sur ces syndicats ou parce que c'est pas indiqué, mais les quêtes sont concernées par des indemnités. Je sais que c'est marqué. Alors, faut les enlever. Bien sûr, c'est dans le récapitulatif annuel des rémunérations et des gratifications des élus conseil municipal. Le SIAVB, pardon, le SIMACUR et le SIGEF sont des 3 syndicats pour lesquels il y a une rémunération qui n'est pas liée à l'adhésion elle-même et qui est liée à la fonction exercée dedans, mais qui traditionnellement correspond à les fonctions de vice-président des syndicats en question. Y a-t-il une demande de mise aux voix? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Le point numéro 7, désignation des représentants du conseil municipal à divers organismes. Monsieur le maire. Merci, chère Karine. Vous avez sur vos tables une liste qui est celle que je vous propose. Et si vous en êtes d'accord, je vous proposerai, sauf remarque particulière, de voter sur la liste, qui nous permettra de gagner du temps. Donc, nous avons un nombre assez important d'organismes pour lesquels nous devons nommer soit un titulaire et un suppléant, soit plusieurs titulaires. Pour le Comité national d'action sociale est proposé Karine Casali-Esteban. Pour Vitalis sont proposés Jean-Pierre Milonnet et suppléant Marie Dubois. Pour l'Association des villes du RERB Sud, Jean-Louis Delors. Pour le Conseil d'établissement de la résidence Dubois, Nathalie de Villemorin, suppléante Marie Dubois. Pour le Comité de jumelage, Yann Tixier, Magali Libon, Karine Casali-Esteban, Katia Kim-Prampois. J'en profite pour préciser que cela est évidemment simplement au titre de la représentation de la ville, ce qui n'est pas du tout rédhibitoire de le fait que chacun d'entre nous est invité à participer aux activités du comité de jumelage, le cas échéant, en y adhérant. Pour le comité local de la Croix-Rouge française, même remarque, mais pour représenter la collectivité, Elisabeth Roquin. Pour le comité d'information et de documentation des personnes âgées, Nathalie de Villemorin. Pour le comité local du secours populaire, Elisabeth Robdin, même cause, mêmes effets, petite page de publicité. J'attire votre attention sur le fait que le secours populaire tiendra sa braderie estivale, printanière, ce week-end à l'espace Bernard-Mucienne. Vous êtes évidemment invités à y aller, que ce soit pour profiter des affaires qui sont proposées ou pour encourager les bénévoles qui s'y dévouent ardemment. Le ARPADI, le comité de gestion, 2 membres, Nathalie de Villemorin et Elisabeth Roquin. L'association des communes du département de l'Essonne, riveraine de l'aéroport de Paris-Sud, Jean-Louis Delors et Magali Libangela. J'attire votre attention sur un autre point, c'est que nous assumons être riverains de l'aéroport de Paris-Sud et nous espérons rester le plus lointainement riverains possible. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles il est important que vous soyons présents et représentés. Jean-Louis, nous comptons sur toi pour repousser les avions. Le conseil d'administration du collège Jean Moulin, Thomas Marteau. Il y aura aussi un représentant de l'agglomération, qui sera très vraisemblable, disons qu'à le conseil d'administration du groupe scolaire Sophie Lara, Nasser Attaf et Jean-Louis Delors.
Le conseil d'administration de l'école Rudolf Steiner, titulaire Yann Tixier, suppléant Médélie Livran. Le conseil d'administration de l'école Notre-Dame de l'Assomption, Thomas Marteau, suppléant Yann Tixier. Le conseil d'administration de l'association Saint-Charles, exploitant l'EHPAD du même nom, Nathalie de Villemorin et Elisabeth Roquin. Le conseil d'établissement du foyer des Aulnay, Nasser Attaf. Le conseil d'établissement de l'EHPAD Léon Mauger, Nathalie de Villemorin, Elisabeth Roquin. La commission administrative de la maison de retraite Léon Mauger, Nathalie de Villemorin, Elisabeth Roquin. Le Poney Club, Yann Tixier, Céline Pierra. L'Université du temps libre Essonne, Magali Libong, suppléant Nasser Attaf. Même remarque que pour les précédents, je vous invite à profiter des remarquables conférences organisées par l'Université du temps libre, également composée Nathalie de Villemorin. L'association des familles, Elisabeth Roquin. Henri m'en voudrait beaucoup si je ne soulignais pas à quel point l'association des familles a toujours besoin de bénévoles, y compris recherchés parmi les élus. Chers amis, si vous avez un peu de temps libre, pensez-y. Le Squash Club, autre manière d'occuper son temps, Yann Tixier. Les jardins de Védrarier, Céline Pierra. Le trait d'union de Verrières-le-Buisson, auquel nous sommes tous attachés et qui fêtera cette année dignement ses 80 ans, Yann Tixier. Les amis du musée, Karine Casaldi, Esteban. Essonne Aménagement pour le conseil d'administration et l'Assemblée générale, Jean-Louis Delors. La maison des arbres et des oiseaux, Nathalie de Villemorin et Rosen Goulaire. La réunion des copropriétaires de la Syrie, SEERI, Katia Quincampoix. La chambre de commerce, Frédéric Rivière et Déory Bozek. La chambre des laitiers, Frédéric Rivière et Jacqueline Brignan. La chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France, Nathalie de Villemorin et Henri-Roger Estrade. Les accueils éducatifs des Trois-Rivières, ex-accueil éducatif de la Bièvre, Jacqueline Brignan. Le centre d'information jeunesse Essonne, Jacqueline Brignan et Jean-Pierre Milonnet. Zinado 2000, Aïcha Sanoussi et Yann Tixier. Même remarque que pour les précédentes structures, avec une invitation à ne pas rater la traditionnelle brocante. Non, je ne vais pas faire de remarques sur un pays ami dont un chef d'État a dit qu'il ne se sentait pas concerné par la démocratie. Le foyer de vie de l'Alliance, Elisabeth Roquin et Katia Quincampoix. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Henri-Roger Estrade. La SCI des artisans de derrière, Jean-Louis Delors et Frédéric Rivière. Il faut désigner un correspondant défense et Michael Touati a accepté de suivre ce rôle avec Katia Quincampoix en suppléance. Pour le correspondant en sécurité routière, nous vous proposons Jean-Louis Delors. Pour le syndicat des copropriétaires du 7-9 et de l'ancienne poste, Nasser Attaf. Pour les conseils d'école, conseil d'école d'Honoré Descendant, Jacqueline Brignan, conseil d'école des Livrées-Nipolfort, Jacqueline Brignan, conseil d'école des Crébouchards, Jacqueline Brignan, conseil d'école des Crochelles, Emmanuel Clémédé, conseil d'école de Bois-Loriot, Benoît Perrault. Pour ce qui est de l'association TANI et son conseil de vie sociale, Emmanuel Clémédé, qui fait d'administration de l'association Térécité, nous serons représentés par Henri-Roger Estrade. Pour le comité de programmation Leader, LEADER, mais il en est un, Henri-Roger Estrade. Pour les collectivités forestières d'Île-de-France, POFOR, Henri-Roger Estrade, suppléant Benoît Perrault. Et je crois, c'est un peu court, que la liste est terminée. Avez-vous des demandes d'explication? Mais Justin Casimo. Une question, monsieur le maire. J'ai pas vu dans la liste l'adhésion à l'association des villes et des élus pour prendre jour des lignes 4 et du métro, dont la liste faisait été mon refoulat. Parce que si je ne m'abuse, c'est une adhésion. Alors c'est vrai qu'il faudra que je regarde, mais c'est une adhésion dans laquelle, à titre individuel, je suis membre fondateur, pas escalité, en tant qu'individu, si je ne m'abuse payer la cotisation. Et pour le reste, les statuts, voilà, mon oreillette me glisse. Les maires représentent la ville d'autorité. On va vérifier, mais en tout cas, il est tout à fait clair que je reste fidèle à l'intuition originelle de la pertinence de réfléchir, ce qui nous permettra de donner un peu plus de travail à Jean-Louis, parce qu'il y aura plus de RERB qui ont vers le sud, et peut-être que le métro se rapprochera via la belle ville de Châtenay des frontières derriéroises, ce à quoi nous nous emploierons de conseil. Merci pour cette occasion de le souligner. Y a-t-il une demande de mise au voie? Je n'en vois pas, c'est donc adopté. Je vous remercie. Nous, on aurait pu délibérer pour chaque association à jet à bulletin secret. Si, il s'appelle l'opération de vous en conviendrez. La qualification maintenant des membres de la commission de délégation de service public CDST, monsieur. Merci beaucoup. Alors, nous rentrons dans une... nous rentrons dans une série de délégations
dans lesquels nous pourrions voter, on a voté que ce serait à main levée, et nous pourrions voter en confrontant des listes et en faisant en sorte que la règle de proportionnalité s'applique et aboutirait systématiquement au même résultat, à savoir 4 élus UPV et un élu réussir. Si vous le voulez bien, s'épargner cette préoccupation et je vais vous porter les propositions pour les délibérations suivantes. Je laisse le CCS, on reviendra, où là, tous seront représentés. Donc la première délibération, c'est la désignation des membres de la commission de délégation de services publics, CDSP, qui doit être composée pour l'hypothèse où nous voudrions créer une nouvelle délégation de services publics. Alors, ça n'était au programme d'aucune des listes qui se sont confrontées jusqu'à présent, mais c'est ainsi, il faut l'élire. Nous devons avoir 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Je vous propose donc de désigner un membre titulaire, Jean-Louis Delors, Elisabeth Requin, Karim Dazadi, Esteban, Jacqueline Brignon et Carlos Castinas. Et en membre suppléant, Emmanuel Clédédé, Grégory Bozek, Jean-Pierre Milonnet, Yann Tixier et Michel Yael. Y a-t-il une demande de mise aux voix? Je n'en vois pas, c'est donc adopté. Je vous remercie. Toujours dans les services publics locaux. Ça, maintenant, il était parti, mais c'est la désignation du membre de la commission consultative des services publics locaux CCSPL. Monsieur Lier. Merci, Morpoucha, Merci, exactement. Cette commission consultative des services publics locaux, elle est pour les délégations de services publics existantes. Nous ne sommes concernés à Verrières que par une seule, qui est celle de la restauration collective, qui est aujourd'hui attribuée à API. La commission consultative des services publics locaux doit comprendre un président, le maire, des membres du conseil municipal, des représentants des associations locales, représentants des usagers, des habitants intéressés à la vie des services publics locaux et le cas échéant, nous avons l'ordre du jour des personnes qualifiées avec voix consultative. Nous devons donc désigner 5 membres titulaires et 5 membres suppléants et 2 représentants d'associations d'usagers pour y siéger. Je vous propose en tant que membre titulaire d'élire Jean-Louis Delors, Jacqueline Brignon, Jean-Pierre Milonnet, Emmanuel Clébédé, Emmanuel Clébédé et Agnès Quinquenel. Et en membre suppléant, Elisabeth Requin, Grégory Bozek, Katia Quincampoix, Yann Tixier et Hélène Roussel. Et je vous propose par ailleurs qu'au titre des membres représentants d'associations d'usagers, je précise qu'ils ont été consultés et qu'ils ont exprimé leur accord. Nous désignons Pascal Ruy, président de l'association des familles, et Mohamed Beidoun, président de l'UDDV, qui est quand même le plus gros estomac de la collectivité, puisqu'il représente l'ensemble des usagers des cantines scolaires. Y a-t-il une demande de mise aux voix? Je n'en vois pas. C'est donc... la délibération est adoptée. Je vous remercie. Et maintenant, la désignation des membres au sein de la commission communale de sécurité CCS. Merci beaucoup, Karine. Conformément au code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public, ERP, sont soumis à des procédures d'autorisation auprès du maire ou du préfet, autorisation de travaux, d'ouverture de l'établissement, d'aménagement. La création d'aménagement ou la modification d'un ERP doit faire l'objet d'une autorisation du maire donnée après avis des commissions de sécurité et d'accessibilité. Par ailleurs, il convient régulièrement que ces commissions s'assurent du respect des règles de sécurité applicables. Malheureusement, un certain nombre de drames, y compris récents, nous ont montré à quel point ces commissions de sécurité sont précieuses, indispensables. J'ai reçu la candidature au titre de délégué titulaire de Jean-Louis Delors et de délégué suppléant de Jean-Pierre Milonnet. Ça tombe bien parce que nous devons désigner 2 membres, un titulaire et un suppléant. Si vous demande de mise au voix, je n'en vois pas, c'est donc adopté. Je vous remercie. Et enfin, la désignation d'un membre à la commission intercommunale d'accessibilité des personnes handicapées, CIATH, monsieur le maire. Merci beaucoup. Cette commission intercommunale d'accessibilité des personnes handicapées est régie par la loi numéro 2502 du 11 février 2005, dite loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La commission est créée par délibération du conseil communautaire de la communauté Paris-Saclay du 16 mars 2016. Elle est chargée de dresser un constat de l'état d'accessibilité et de faire toutes propositions utiles pour améliorer l'accessibilité des services et des équipements, qu'ils soient publics ou privés, logements, transports, espaces publics. Le conseil municipal doit désigner 2 membres de la commission, un titulaire et un suppléant. Nous proposons comme titulaire Katia Quincampoix et comme délégué suppléant Jacqueline Brignon. Y a-t-il une demande de mise aux voix?
Je n'en vois pas, c'est donc adopté. Je vous remercie et revote sur le ainsi. Ah non, c'est la même délibération. Vas-y. C'est la désignation des membres de la commission d'appel d'offres CAE. Monsieur. Merci Karim. Oui, nous avons à désigner les membres de la commission d'appel d'offres conformément à l'article 14-11-5 du Code général des collectivités territoriales. La commission d'appel d'offres est composée du maire ou de son représentant, président, et de 5 membres du conseil municipal émis en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le conseil municipal doit donc procéder à l'élection des titulaires et des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Nous devons auparavant, et d'une façon indissociable avec la délibération présente, approuver à l'unanimité le fait de procéder à la désignation des membres de la commission d'appel d'offres à main levée. Y a-t-il une opposition à cette forme de scrutin? Je n'en vois pas. Deuxième délibération, procéder à la désignation des membres titulaires 5 et des membres suppléants 5 également, de la commission d'appel d'offres. La proposition de la suivante: titulaire Étienne Carpentier, Jean-Louis Delors, Jacqueline Brignon, Elisabeth Requin et Jérémy Passe. Membres suppléants: Yann Tixier, Karine Casavi-Esteban, Nasser Attaf, Emmanuel Clévédé et Emmanuel Collin. Y a-t-il une demande de mise aux voix? Il n'y en a pas, c'est donc adopté. Je vous remercie. Et notre dernière délibération, c'est pour le Centre communal d'action sociale, le CCAS, détermination du nombre d'administrateurs au conseil d'administration et élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration de ce centre communal d'action sociale. Monsieur le maître. Merci beaucoup, cher Karim. En vertu de l'article R.123.7 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du CCAS comprend le maire, qui en est le président de droit, et un nombre égal, au maximum 8, de membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire, parmi les personnes non membres du conseil municipal et issues de la société civile. L'article R.123.8 du même code dispose que les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats au conseil d'administration du CCAS, même incomplète. Parmi les membres nommés, d'abord d'inscrire une représentation de 4 catégories d'associations: un représentant des associations de personnes âgées et de retraités, un représentant des associations de personnes handicapées, un représentant des associations œuvrant dans le secteur de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, un représentant de l'Union départementale des associations familiales, UDAF. Les représentants de la société civile sont nommés par arrêté du maire et sont rappelés que le maire a procédé par affichage en mairie à une publicité à destination des associations précitées pour les informer du renouvellement du conseil et les inviter à déposer des candidatures. L'ensemble des formalités de renouvellement des administrateurs doit s'inscrire dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'installation du conseil municipal. Vous aurez compris que vous n'échapperez pas cette fois-ci à un scrutin à bulletin secret. Même si je dois saluer le fait que nous avons, dans une belle unanimité des membres du conseil, réussi à vous proposer une liste qui est non seulement économise des calculs d'apothicaire, mais qui par ailleurs, et c'est tout à fait remarquable, nous permet d'accueillir en son sein des personnes dont la qualité d'expertise professionnelle permet de renforcer à l'entité d'efficacité de notre institution. La liste qui sera soumise, a priori la seule à votre scrutin, est composée d'Elisabeth Requin, Nathalie Villemorin, Katia Quincampoix, Jean-Louis Delors, Henri-Roger Lestrade, Jean-Pierre Milhomet, Patricia Lubelski et Nathalie Buard. Alors, puisque le vote doit se faire à bulletin secret, vous avez devant vous, et ceux qui ont une procuration en ont deux, un bulletin comportant la liste. Merveille, ce sont bien les mêmes noms, enfin, je vous invite à vérifier. Mais vous avez quand même la possibilité de voter blanc, franchement. Ce n'est pas si vous voulez bien, mais vous êtes libre. Nous n'avons pas prévu d'enveloppe, il suffit de plier papier, celui que vous retiendrez. Et il me faut 2 volontaires pour bien vouloir faire voter l'ensemble de la collectivité. Je n'en ai pas désigné a priori et je m'en remets à votre bonne volonté. J'ai la candidature de Jean-Pierre Milhomet, alors quelqu'un de la minorité, si c'est possible, pour s'assurer de la bonne... Hélène Roussel a souvi. Hélène Roussel. Allez, désignez Hélène Lys. Donc vous avez vu, on a qui est là, et je vous invite, vous avez aussi la liste d'émargement, et vous connaissez la procédure. Ah, là c'est le nom de la...
C'est-à-dire, oui, t'as petit. C'est. C'est ça. Tout le monde. Ouais, la zone. Celui-là. Allez, vous commencez par vous faire voter vous-même. Alors, qu'est-ce que je me dis? Hélène Boussel. À voter. Jean-Pierre Nédanet. À voter. Bien sûr, Allez, commencez par Commence par- Allez, commence par ma tête. Nathalie Vuard. N'est-ce pas doté? Juste là, qu'elles j'ai vu. Et c'est que si on va. À voter. Bon, du coup, Alice, tu veux bien noter pour Carlos Castilleras? Alice. Top tête, Denise. C'est Agnès, vas-y. Agnès, il reste. Agnès Tinquenel a presque voté. Comme tu aides. Voté. Emmanuel Collard. Ici. Abouché. Patricia Ludeski. Maquillé. Abouché. Chalia Yedon. À voter. Jérémy K. À voter. Rosane Boulin. À voter. Macerata. À voter. Enanel Steblier. À voter. Je vais voter pour Béjo Petit. Alors, on va celui-là. Henri Bosch Estrade. À voter. Elisabeth. Il y a peut-être un petit Dix. je peux boire. Oui, d'été. Ça plaisait. On a ta vie. Laissez voir. À côté, on se dit peut-être là. À voter, hein, ils sur. Et vérité, les gars me baisent. Ouais. Et j'ai Quoi? immédiatement, il y a Ceux qui se battent, ils vont sentir un beau bon. assez rire. Jean-Rue Delors. Il était Jacques Emile. Et à voter, Étienne Dapensé. À voter, Quelle chimie. Allez, quel c'était Hop, c'est vrai, tu bu. triste. Thomas Marteau. la médecine. Avant. C'était elle. Ismaël Bois. ABC. Lucas Kekedeshtar. AB. Frédéric Cridière. Abosté. Bemontebo. AVC. Insera. AVT. Nickel Chouette. À voter. Et Aïcha, cette-ci. À voter. Merci, chers collègues. Nous allons donc pouvoir passer au débouillement. Si je ne m'abuse, il doit y avoir 33 votants, 33 résultats.
Ils sont... Task. Tu vas bien au niveau des opérations. C'est difficile. Vous avancez liste unique ou blanc? Estunique. Suisse. Oh, remet. Estunique. 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 Stioletic. Stioletic defect. Distri. Distries. Distri. Si. Kay. Iskay. Kay. Iskay. Stick. Distri. C'est fatigué. Distri. 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 Aishi. Distuni. Listinik. Omristinit. Ereskinit. Listinik. Moslisk. Listinik. Listinik. Estunique. Estunique. Merci, je compte 33 suffrages exprimés et 33 voix pour la liste unie. Et je vous remercie. Le conseil d'administration du CCRS est donc constitué. J'ai eu communication d'une question écrite qui m'a été envoyée par Réussir Ensemble à l'E800, à qui je vous laisse lire la question. J'ai dit autre chose que liste unique des pros. Encore une fois. Donc, la campagne des inscriptions pour 2026-2027 aux activités périscolaires a été ouverte le 1er avril dernier. Et donc, le groupe Réussir Ensemble souhaite vous interroger sur les modalités d'encadrement des enfants accueillis, que la nature des activités qui seront proposées lors de cette année scolaire. En effet, de nombreux parents d'élèves nous ont alertés en exprimant leur insatisfaction sur l'organisation et le contenu de ce service depuis d'ailleurs plusieurs années. À cet égard, la municipalité envisage-t-elle de consolider ce dispositif en définissant et en mettant en œuvre d'une part un projet d'accueil construit avec le personnel en cohérence avec le projet pédagogique des écoles et d'autre part en développant et renforçant les synergies avec les associations locales pour proposer aux enfants des activités variées telles que artistiques, sportives ou culturelles. Enfin, envisagez-vous d'assouplir les règles de réservation le mercredi et d'adapter les tarifs? En vous remerciant, Monsieur le maire. Merci, chers collègues, pour répondre à votre question écrite sur ce sujet très important et structurant pour nos enfants qu'est le périscolaire. Je reprendrai chacun des thèmes que vous évoquez, les modalités d'encadrement des enfants, la nature des activités proposées, la construction des projets d'accueil, ainsi que les perspectives d'évolution concernant les réservations du mercredi et les tarifs. Tout d'abord, concernant les modalités d'encadrement, soyez assurés que la ville veille strictement au respect des taux d'encadrement réglementaires applicables aux accueils périscolaires, et va même au-delà, car nous avons fait le choix de maintenir des taux plus importants malgré la signature du PEDT, qui aurait permis d'assouplir ces derniers 1 pour 10 au lieu de 1 pour 14 pour les moins de 6 ans, et 1 pour 14 au lieu de 1 pour 18 pour les plus de 6 ans. Une spécificité doit toutefois être rappelée concernant le temps méridien, ce temps ne relevant pas du STJES, de sa ligne départementale à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Il relève d'une organisation propre. En élémentaire, le taux d'encadrement s'établit en moyenne à un animateur pour une classe, d'environ 24 élèves, ce qui constitue un niveau d'encadrement tout à fait satisfaisant au regard de pratiques observées dans de nombreuses collectivités où l'on compte souvent un animateur par classe. En maternelle, l'encadrement est renforcé par la présence des ATSEM qui accompagnent les enfants sur le temps du repas. Par ailleurs, certaines AESH participent également à l'encadrement, leur présence est précieuse, car elles apportent une compétence spécifique et une attention particulière aux enfants à besoins éducatifs particuliers. Concernant la nature des activités proposées et les projets d'accueil ensuite. Chaque structure dispose d'un projet pédagogique élaboré par les équipes d'animation et sous la coordination du directeur périscolaire. Cela permet une plus forte appropriation par les professionnels
et une adaptation aux réalités du terrain. Les grands axes ont, dans ce cadre, été présentés lors des portes ouvertes réalisées en début d'année, pour la première fois cette année, et ce dispositif sera reconduit. Ces projets s'inscrivent pleinement dans le cadre du projet éducatif de territoire, le PEDT, mis en œuvre depuis septembre dernier. Ce document structurant, élaboré avec l'ensemble des partenaires éducatifs, fixe des orientations claires autour notamment du sport, de l'art, de la culture et de l'environnement. En s'appuyant sur les ressources locales, il vise à assurer une continuité éducative entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires et, nous avons eu l'occasion de le rappeler lors de l'adoption du PEDT, contribuer à répondre à la question « Qu'est-ce qu'être un enfant à derrière aujourd'hui ?» Le PEDT n'est pas un document obligatoire, nous avons fait le choix de le formaliser, comme nous avons fait le choix de désigner un coordonnateur pour accompagner toutes les parties prenantes, impulser les actions et les évaluer. Le service téléscolaire compte plus de 50 agents, avec différents statuts et différents temps de travail, avec un turnover très régulier et usuel, notamment chez les étudiants. Il est donc nécessaire de les accompagner dans cette nouvelle démarche, encore une fois, depuis septembre. Le PEDT fait l'objet d'un suivi régulier à travers des comités techniques et des comités de pilotage, auxquels participent notamment l'inspection de l'éducation nationale, le SDJDES, ainsi que des représentants des parents d'élèves. Les directrices d'école sont également pleinement associées dans la mise en œuvre de ce PEDT et font partie des comités de travail. Concernant les synergies avec les associations locales, elles existent déjà, mais sont appelées à être renforcées. Elles existent notamment par l'intervention du TUVV sur le temps méridien. Elles ont vocation, je le disais, à être renforcées toujours dans cette logique de complémentarité et de valorisation des ressources du territoire, avec une priorité sur le temps méridien, au regard des besoins constatés et des échanges avec les parents. C'est l'une des missions de coordination du PEDT. Afin d'apporter toutes les précisions utiles, le TUVB intervient dans les écoles élémentaires. Les séances ont lieu une fois par semaine dans chaque école, les mardis et vendredis. Les activités proposées sont actuellement le baby-foot géant, le basket alterné avec la tech. Chaque créneau est réparti en 2 groupes, CP-CE1 et CE2-CM, avec environ 20 à 25 enfants par groupe. À ce jour, environ 150 enfants ont déjà participé à au moins une séance, parmi lesquels une cinquantaine d'enfants de façon régulière. Pour poursuivre sur les activités sportives spécifiques, l'éducateur de la ville, quant à lui, intervient sur le temps périscolaire une fois par semaine, le mercredi, au gymnase. Les activités proposées sont des sports de raquettes, notamment le badminton et le mini-tennis. Chaque séance accueille 24 enfants. Tous les enfants ont pu bénéficier d'au moins 2 séances, voire plus, ce qui représente environ 160 enfants concernés. Concernant les activités autres que de sport, plusieurs contacts avec des associations ont été engagés, en particulier avec le club ABC qui fait partie du comité technique du PEDT. La mise en œuvre et le déploiement du PEDT étant récent, un premier bilan sera présenté à la prochaine rentrée en comité technique, permettant d'évaluer les actions engagées et d'ajuster les orientations selon les échanges et attentes. Par ailleurs, nous avons le projet de formaliser une charte de l'animateur qui conviendra de travailler en amont de son adoption en prenant le temps nécessaire avec les agents et les représentants du personnel, évidemment. En outre, nous continuons la démarche engagée de formation régulière des animateurs dans le cadre par exemple de la journée pédagogique. La prochaine abordera notamment l'accueil des enfants à besoins particuliers, en le complétant par des formations plus ponctuelles. À titre d'exemple, une formation sur la posture de l'animateur est programmée dans les prochaines semaines. Nous avons recours à des organismes spécialisés, notamment l'IFAC, Institut de formation, d'animation et de conseil. Je tiens également à préciser que la nature des activités concerne aussi l'étude et que nous avons pleinement tenu compte des difficultés à ce sujet, groupes hétérogènes trop nombreux. Dans un esprit d'adaptation et compte tenu des retours d'expérience, tant de professionnels que des parents, j'ai demandé à ce qu'une nouvelle offre soit proposée, ce que nous avons appelé le Périsco Tuto, un temps pour des études surveillées mais non dirigées dans une salle spécifique, avec la possibilité qui n'existe pas pour l'étude de rejoindre librement le Périsco Ludo, Périsco habituel, après les devoirs. Cette offre a aujourd'hui trouvé son public, ce qu'il conviendra de confirmer avec davantage de recul. L'institution a été mise en place après les vacances de la Toussaint. Concernant en troisième lieu les modalités de réservation du mercredi et la tarification.
Soyez sur ce point-là également assurés de notre attention sur les demandes exprimées par les familles, lesquelles doivent impérativement être regardées aussi d'un point de vue organisationnel. Ainsi, un travail est actuellement engagé pour identifier et assouplir, si cela est possible, les modalités de prise en charge des enfants, adapter autant que possible le service pour tenir compte des contraintes des parents. Toutefois, il n'est pas toujours possible de répondre à chaque cas particulier. Ces évolutions doivent donc être étudiées à la fois d'un point de vue individuel, mais également en termes d'organisation collective et de coûts, et dans tous les cas en lien avec les partenaires concernés. Une difficulté importante pour les familles qu'il convient de rappeler est le fait que beaucoup de réservations pendant les vacances ne sont pas honorées, malgré la facturation effective des familles. Il y a parfois jusqu'à 20 enfants de moins que prévu, ce qui rend plus difficile une organisation optimale, mais surtout qui prive les parents qui en ont besoin d'avoir la certitude que leur enfant pourra bénéficier d'un accueil, leur enfant étant sur une liste d'attente du fait de cette réservation indue. Concernant la tarification, l'enjeu a bien été identifié en raison notamment de la différenciation des tarifs entre les études et le périscolaire. Il conviendrait de les harmoniser. Une étude spécifique sera faite à ce sujet, laquelle pourra être partagée à la fois en commission et auprès des représentants des parents d'élèves, évidemment, l'objectif étant de tendre vers une forme d'équivalence qui fasse que les considérations monétaires ne soient pas un déterminant de choix entre l'étude et le périscolaire tout particulièrement. Je profite de cette question pour préciser également que nous sommes régulièrement en lien avec les associations de parents d'élèves, tant pour répondre à des questions concernant le quotidien que pour évoquer des sujets particuliers sur un site ou encore dans une approche très globale et structurelle. Sur ce dernier point, 3 rencontres ont été organisées depuis le début de l'année scolaire, une le 29 septembre, une le 27 janvier, et la prochaine à être organisée se tiendra très prochainement puisqu'elle aura lieu le 14 avril. Je te remercie de cette question et bien évidemment le texte de cette réponse vous sera communiqué pour tous usages que vous jugeriez utiles. Je vous remercie. Vous avez eu connaissance, alors pour les nouveaux entrants, c'est une pratique que vous retrouverez systématiquement à la fin de chaque conseil municipal et c'est la conséquence des délégations que vous m'avez accordées. Je vous l'ai dit, vous me déléguez une de vos prérogatives, mais je dois vous en rendre compte. Vous trouverez sur la table l'ensemble des décisions que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil municipal, évidemment pas depuis le premier tour des élections municipales, la délégation ayant cessé à cet effet. Vous avez donc l'ensemble des décisions qui sont mentionnées, si vous avez une question. Et j'ai ça, Casimir. Monsieur le maire. Juste, est-ce que vous pourrez faire vérifier par vos services, je crois que lorsque pour les décisions, il faut mentionner la date de prise de décision. Parce que, juste, faut vérifier. Ce sera vérifié. Je vous remercie. J'ai 2 questions sur 2 décisions. Alors tout d'abord, je vois une formation pour l'utilisation et l'entretien de tronçonneuses à 25 000 €. Je voulais savoir combien de jours, combien d'agents vous aurez, que ça me paraît... Si je ne m'abuse, c'est le montant maximal de la prestation qui sont... Donc c'est avant de commande, c'est en voiture en cuisine. Je crois. On était sur les dates. Les dates, les dates, c'est les numéros 6. C'est bien. Mais c'est bon. Ah, d'accord. C'est dans les... Donc 2026. Le 26-01-21 et le 21 janvier 2026. Bon, 2026-01, ça c'est 221. 2026-01-30 et le 30 janvier 2000. D'accord, c'est très fait. Moi non plus, je ne savais pas. Sido. C'est bon, sur les 27 fournisseurs stationnés, c'est un montant, on a dit. C'est bien un bon, d'accord. Et après, sur la décision suivante, il s'agit d'un versement en section d'investissement au profit de Versailles Bulletin à hauteur de 80 000 €. Alors, c'est une écriture de régularisation parce qu'en vérité, il y avait un enjeu d'imputation sur une ligne. C'était au budget de l'année dernière et il s'agit en fait de frais d'études liés à la convention de comaîtrise d'ouvrage que nous faisait avec Kibi, avec Versailles interne, sur les études en vue de la création de nouveaux CTR. Oui, à Destos. Oui, et d'accord. Et du coup, est-ce qu'on pourra avoir connaissance de ces études? Alors, on pourra certainement vous donner des éléments sur les études, mais pas ce soir. Non. Oui, non, il y a ce possible. Pas évidemment, mais c'est sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions sur les décisions? Il y en a pas, alors il me reste
2 annonces, j'en ai déjà fait un certain nombre. J'insiste sur la braderie du Secours populaire et puis les manifestations sportives qui vont éveiller ce week-end et notamment avec un Cussenière qui est au Baldé dimanche et je suis sûr de retrouver beaucoup d'entre vous en tenue de sport. La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 18 mai. Et ce sera une séance tout à fait importante. Elles le sont toutes, mais nous rentrerons encore un peu plus avant dans la réalité technique du mandat avec la présentation et l'adoption du compte financier unique. Nous aurons le résultat de l'exercice précédent. Et puis la suivante, pour vous permettre de vous organiser, et promis, à partir de la rentrée, ce sera un petit peu moins dense qu'en rythme de réunion de notre assemblée. La suivante aura lieu le 29 juin et normalement pour l'adoption, la présentation et question du budget supplémentaire. Notez d'ores et déjà dans vos tablettes le 18 mai et le 29 juin. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.